Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Élise, j'ai 37 ans. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour j'allais vivre une telle histoire, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, me voilà aujourd'hui à raconter ce que j'ai vécu, dans l'espoir que mon témoignage puisse servir à d'autres. J'ai rencontré Julien lorsque j'avais 22 ans. À l'époque, j'étais encore étudiante en lettres modernes à l'université, et lui, il était déjà dans la vie active depuis plusieurs années. Julien avait tout du jeune homme accompli. Un bon travail dans une société d'ingénierie, un appartement en centre-ville, une voiture neuve. Moi, je vivais encore chez mes parents et je prenais le bus pour aller en cours. Mais cela n'avait aucune importance pour lui. Il disait aimer ma simplicité, ma douceur, ma fraîcheur. Très vite, il m'a demandé de m'installer avec lui. Éblouie, amoureuse et naïve, j'ai accepté sans hésiter. Les premières années de notre relation étaient Julien était attentionné, tendre, prévenant. Il m'envoyait des fleurs au travail, m'appelait juste pour entendre ma voix, organisait des week-ends surprises. Nous avons voyagé, découvert le monde, ensemble, bâti des souvenirs. Nous sommes mariés au bout de 3 ans de relation, lors d'une cérémonie simple mais émouvante. C'était un mariage d'amour pur et sincère. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Au fil du temps, la routine s'est installée. Julien a gravi les échelons dans son entreprise, travaillant de plus en plus tard, voyageant souvent pour affaires. De mon côté, j'ai terminé mes études et décroché un poste de professeur de français dans un lycée de la région. Nous avions une belle maison, un confort matériel envié par beaucoup. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Julien rentrait tard. Les repas partagés se faisaient rares. Il était souvent absorbé par son téléphone, envoyant des messages ou consultant ses mails professionnels. Au départ, je ne m'en suis pas inquiétée. Après tout, il travaillait dur pour assurer notre avenir. Mais certaines incohérences ont commencé à apparaître. Des week-ends professionnels, de dernière minute, des appels qu'il prenait à l'écart, des vêtements avec un parfum qui n'était pas le mien. Mon cœur voulait croire à ces explications, mais mon instinct me soufflait autre chose. J'ai commencé à douter sérieusement le jour où il a oublié son téléphone à la maison. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires auparavant. Mais ce jour-là, quelque chose m'a poussée. En consultant son téléphone, j'ai découvert des messages échangés avec une certaine Clara. Les mots étaient ambigus, mais suffisamment clairs pour comprendre qu'ils partageaient bien plus qu'une simple relation professionnelle. Mon monde s'est écroulé en quelques secondes. J'ai ressenti un mélange de trahison, de colère, de tristesse et de dégoût. Comment avait-il pu me faire ça après toutes ces années? Après tous les sacrifices que j'avais faits pour lui? Après lui avoir donné ma jeunesse, mon amour, ma confiance? Je n'ai rien dit ce jour-là. J'ai préféré observer, accumuler des preuves, essayer de comprendre jusqu'où allait cette liaison. Durant les semaines suivantes, j'ai découvert l'ampleur de la tromperie. Julien voyait Clara depuis plus d'1 an. Ils se retrouvaient dans des hôtels, partaient parfois en déplacement professionnel, ensemble, échangeaient des messages enflammés. Je me suis demandé pourquoi il continuait à faire semblant à la maison. Peut-être par confort, par peur de tout perdre, ou simplement par égoïsme. Mais moi, je ne pouvais plus supporter cette double vie. Pourtant, je n'ai pas explosé immédiatement. J'ai décidé d'agir différemment. Je ne voulais pas juste lui crier dessus et lui laisser le beau rôle de la victime incomprise.
Non, je voulais qu'il ressente la douleur de la trahison, qu'il goûte à l'amertume qu'il m'avait imposée. J'ai commencé à construire mon plan. Pendant qu'il menait sa double vie, j'ai discrètement pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai rassemblé toutes les preuves de sa liaison. Capture d'écran, relevés bancaires, factures d'hôtel, échange de mails. Tout devait être minutieusement préparé pour ne laisser aucune faille juridique. En parallèle, j'ai repris ma vie en main. Je me suis remise au sport. J'ai changé de coupe de cheveux, réaménagé la maison selon mes goûts. Je suis devenue indépendante financièrement, gérant nos finances avec prudence sans qu'il ne s'en doute. Je voulais qu'au moment venu, il réalise tout ce qu'il avait perdu. Puis, le hasard a accéléré les choses. Un soir, alors qu'il dînait avec Clara dans un restaurant chic de la ville, une amie proche m'a prévenue. Je me suis rendue sur place, accompagnée de mon avocate et d'un huissier. Nous avons recueilli les preuves supplémentaires en toute légalité. Ce fut la dernière pièce du puzzle. Quelques jours plus tard, je lui ai tendu le dossier. Il est rentré comme d'habitude, après un déplacement professionnel. Je l'attendais dans le salon, calme et déterminé. Quand il a vu le classeur sur la table et le regard que je lui lançais, il a compris immédiatement. Son visage s'est décomposé. Il a essayé de nier, de minimiser, puis de s'excuser pitoyablement. Mais il était trop tard. Je lui ai annoncé ma décision de demander le divorce, avec la pension compensatoire et la garde exclusive des enfants. Oui, nous avions 2 merveilleux enfants, qu'il avait négligés autant que moi durant cette histoire. Je n'étais plus la jeune femme naïve qu'il avait rencontrée. J'étais devenue une femme forte, capable de se défendre et de protéger les siens. La procédure a été longue, mais grâce aux preuves accumulées, la justice a été de mon côté. Julien a dû assumer ses actes et ses conséquences. Clara, de son côté, a disparu de sa vie dès que les choses sont devenues sérieuses. Elle n'était jamais réellement amoureuse de lui, juste attirée par le confort et l'interdit. Aujourd'hui, je reconstruis ma vie, entourée de mes enfants et de mes proches. Cette trahison m'a brisé un temps, mais elle m'a aussi révélée à moi-même. J'ai appris la valeur de ma dignité, de mon indépendance, et surtout, j'ai appris à ne plus jamais laisser quiconque me rabaisser ou me trahir. Après le jugement de divorce, beaucoup pensaient que mon histoire s'arrêterait là, que la page serait tournée. Mais en vérité, ce n'était que le début de ma véritable renaissance et, d'une certaine manière, du chemin vers ma vengeance complète. Car même si la justice m'avait donné gain de cause, les blessures qu'il avait laissées en moi, et surtout les conséquences de ses actes, allaient à bien au-delà d'une simple séparation légale. Julien pensait probablement qu'après le divorce, il pourrait reprendre sa vie où il l'avait laissée, libre de ses actes, de ses mensonges, de ses responsabilités. Il avait sous-estimé la force d'une femme qu'il avait pourtant trahie pendant des années. Car au fond de moi, je ne voulais pas qu'il s'en sorte aussi facilement, sans qu'il ressente, lui aussi, les conséquences profondes de ses choix. Pendant toutes ces années de mariage, j'avais mis de côté mes rêves professionnels, me consacrant à l'éducation de nos enfants, à la gestion du foyer, à le soutenir dans sa carrière. J'avais mis, entre parenthèses, mes ambitions personnelles pour qu'il puisse briller. Il m'avait juré que nous étions une équipe, que sa réussite était la nôtre. Et voilà qu'au premier caprice, il avait tout piétiné. Mais aujourd'hui, j'étais libre de reprendre mes ambitions. J'ai commencé par m'inscrire à un master en littérature et communication, un domaine qui m'avait toujours passionné. J'y ai trouvé un épanouissement immense, une véritable renaissance intellectuelle. Très vite, mes compétences m'ont permis d'obtenir un poste de chargé de communication dans une maison d'édition réputée de la région. J'y ai rencontré des personnes formidables, des mentors qui ont cru en moi et m'ont poussé à aller toujours plus loin.
Pendant ce temps, Julien, de son côté, voyait sa situation professionnelle se dégrader. Les procédures judiciaires avaient entaché sa réputation dans son entreprise. Ses déplacements constants, ses dépenses douteuses et ses absences prolongées avaient éveillé des soupçons bien avant même que son divorce ne soit officiel. L'entreprise, soucieuse de son image, avait fini par se séparer de lui dans une ambiance glaciale. Lui, qui se croyait intouchable, se retrouvait du jour au lendemain sans emploi, avec des dettes à rembourser et des pensions à verser. Je ne m'en réjouissais pas ouvertement. Ce n'est pas dans ma nature de me nourrir du malheur des autres. Mais au fond de moi, je ressentais un certain apaisement. Non pas par vengeance gratuite, mais parce qu'il goûtait enfin aux conséquences de ses propres actes. Nos enfants, eux, avaient également été blessés par cette séparation. Julien avait tenté, au début, de maintenir un semblant de relation avec eux, mais ses efforts étaient vains. Les enfants, trop souvent déçus par ses promesses non tenues, ses absences, ses excuses répétitives, s'étaient progressivement éloignés de lui. Ils trouvaient en moi toute la stabilité et l'amour dont ils avaient besoin, et j'avais tout fait pour les entourer, les écouter, les rassurer. C'est d'ailleurs pour eux que j'ai décidé de transformer cette épreuve en quelque chose de constructif. J'ai commencé à écrire. Chaque soir, après les avoir couchés, je couchais sur papier tout ce que j'avais vécu. Mes douleurs, mes déceptions, mes peurs, mais aussi mes forces retrouvées, mes succès, mes renaissances. C'était comme une thérapie intime, mais plus j'écrivais, plus l'idée me vint qu'un jour, peut-être, mon histoire pourrait aider d'autres femmes qui vivaient des situations similaires. Avec l'aide de mon éditeur, j'ai proposé mon manuscrit. Quelques mois plus tard, mon livre sortait en librairie sous le titre « Brisé mais debout ». Le succès fut immédiat. Des centaines de femmes m'ont écrit pour me dire à quel point mon témoignage les avait aidées, inspirées, libérées. Certaines avaient trouvé le courage de quitter des relations toxiques, d'autres s'étaient simplement senties moins seules dans leur combat. Julien, lui, a vu cette publication comme une trahison supplémentaire. Il m'a même menacé de porter plainte pour diffamation. Mais tout ce que j'avais écrit était rigoureusement documenté et anonymisé. Les faits étaient là, incontestables, et mon récit n'était que le reflet de mon vécu. Peu de temps après la sortie de mon livre, la presse locale s'est intéressée à mon histoire. On m'a invité à des conférences, des émissions de radio, des podcasts. Ma notoriété grandissait et, avec elle, une véritable communauté de soutien autour de moi. C'était incroyable de voir à quel point une douleur aussi personnelle pouvait, une fois partagée, devenir une force collective. Julien, lui, sombrait peu à peu dans une spirale infernale. Sans emploi stable, avec une réputation écornée, des finances fragiles et des relations familiales distendues, il vivait désormais ce qu'il m'avait autrefois infligé. Il tentait parfois de se justifier auprès de ses rares amis restants, parlant d'une « erreur », d'un « moment de faiblesse ». Mais la vérité, c'est qu'il n'avait jamais réellement mesuré la gravité de ses actes. Je me souviens d'une rencontre fortuite, plusieurs mois après la publication de mon livre. Je sortais d'une conférence quand je l'ai croisé par hasard dans un café du centre-ville. Il était seul, l'air fatigué, vieilli prématurément. Ses épaules voûtées trahissaient un homme brisé, bien loin de l'homme sûr de lui que j'avais connu autrefois. Nos regards se sont croisés. Il a voulu s'approcher, engager la conversation, peut-être dans l'espoir d'une réconciliation, d'un pardon tardif. Mais je n'ai rien dit. Je me suis simplement contentée de le saluer poliment, avec un sourire calme et distant. Puis j'ai tourné les talons, laissant derrière moi ce passé douloureux. Car ma vengeance n'était pas dans la haine ou dans la destruction. Ma vraie victoire, c'était d'avoir reconstruit ma vie, d'avoir retrouvé ma dignité, mon indépendance et ma paix intérieure.
Là où lui avait choisi le mensonge et la trahison, moi, j'avais choisi la vérité et la reconstruction. Mais ce n'était pas encore la fin de cette histoire. Car le destin allait encore me réserver une ultime surprise, celle que je n'aurais jamais anticipée et qui viendrait sceller définitivement ma revanche. Je croyais avoir tourné la page définitivement après cette rencontre fortuite avec Julien. Mais la vie réserve parfois des rebondissements inattendus, des boucles qui doivent se refermer jusqu'au bout pour que la paix soit réellement complète. Quelques mois après notre brève rencontre, je reçus un courrier étrange. Il venait d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Par curiosité et un soupçon d'inquiétude, j'ouvris la lettre. Julien me réclamait une médiation financière. Selon lui, la publication de mon livre et mes apparitions médiatiques avaient généré des revenus dont il estimait qu'une partie lui revenait, sous prétexte que certains aspects de ma carrière littéraire avaient pris naissance durant notre mariage. Je posai la lettre sur la table et pendant quelques minutes, je fus envahi par un mélange de colère et d'incrédulité. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, il osait encore chercher à profiter de ma reconstruction, de mon succès bâti sur ses propres trahisons. Sa bassesse semblait sans limite. Je pris rendez-vous avec mon avocate, celle qui m'avait brillamment défendue pendant notre divorce. Elle lut attentivement le courrier et sourit calmement. « Ne vous inquiétez pas, Élise. Il n'a aucun fondement juridique. C'est une tentative désespérée. » Ces mots me rassurèrent. Mais au fond, je ressentais que Julien n'avait pas encore touché le fond de sa propre chute et qu'il essayait une dernière fois de tirer quelque chose de ses décombres. Je décidai de ne pas me laisser entraîner dans ces jeux. Mon avocate répondit de façon ferme et courtoise en rejetant ses prétentions sans ambiguïté. Très vite, ses avocats eux-mêmes comprirent qu'ils ne pourraient rien obtenir de moi. Julien, voyant sa tentative échouer, n'insista pas davantage. Mais cette ultime provocation déclencha en moi une réflexion profonde. Pendant des années, j'avais agi de façon mesurée, en protégeant mes enfants, en reconstruisant ma vie avec dignité, en transformant ma douleur en force. Pourtant, il subsistait encore une partie de moi qui n'avait pas dit son dernier mot. Dans les mois qui suivirent, je fus contactée par une association qui venait en aide aux femmes victimes de violences psychologiques et de manipulations conjugales. Touchées par mon témoignage, elles me proposèrent de devenir marraine d'un nouveau programme d'accompagnement. Ce fut une évidence pour moi d'accepter. À travers mes interventions, mes conférences et les ateliers que j'organisais, je rencontrais des femmes qui, comme moi autrefois, avaient été détruites par la trahison, la manipulation ou l'abandon. Mon histoire leur montrait qu'une reconstruction était possible, qu'on pouvait renaître plus forte, plus libre et plus sereine après avoir connu le pire. Mon livre connut plusieurs rééditions, fut même traduit dans d'autres langues. On m'invita à intervenir à la télévision, sur des plateaux de débats sociétaux. Petit à petit, mon histoire dépassa le simple cadre de ma propre vie. Elle devint un symbole d'espoir pour beaucoup. Pendant ce temps, Julien sombrait de plus en plus dans l'oubli. Ses rares amis avaient fini par s'éloigner, lassés de ses mensonges et de son incapacité à assumer ses actes. Professionnellement, il n'arrivait plus à rebondir. Son nom, autrefois synonyme de réussite, était désormais associé à l'infidélité, à la trahison et à la ruine personnelle. Même Clara, qui l'avait autrefois attiré dans cette spirale destructrice, avait disparu de sa vie depuis longtemps. Puis un jour, le destin nous remit à nouveau face à face. C'était lors d'un gala caritatif où j'étais invitée à intervenir. Alors que je traversais la salle, entourée de personnalités du monde littéraire et associatif, je le vis assis, seul à une table du fond. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, les traits tirés, le regard vide, les cheveux grisonnants. Il me fixait avec un mélange de honte et de regret. Nos regards se croisèrent brièvement. Cette fois, il n'y avait plus aucune tentative d'approche, plus aucune parole,
juste un silence pesant dans lequel tout était dit. J'ai ressenti une profonde compassion, non pas de l'amour, non pas du pardon au sens classique, mais une paix intérieure immense. Je n'avais plus rien à lui prouver. J'étais en paix. Lui, en revanche, restait prisonnier de ses choix passés. En quittant la salle ce soir-là, j'ai compris que ma vengeance était pleinement accomplie. Non par destruction, mais par élévation. J'avais bâti quelque chose de beau sur les ruines qu'il avait laissées derrière lui. Et c'était cela, la plus belle revanche. Aujourd'hui, mes enfants sont devenus de jeunes adultes équilibrés et brillants. Ils ont vu leur mère se battre avec dignité et courage. Je leur ai transmis cette force, cette capacité à se relever face à l'adversité. Quant à moi, je continue d'écrire, de partager, d'accompagner ceux qui traversent des tempêtes semblables. Mon passé reste une cicatrice, mais il n'est plus une blessure. Parfois, quand je repense à tout ce parcours, je me dis que la vie est une école étrange et dure, mais incroyablement formatrice. Et si mon histoire peut servir à en sauver d'autres, alors cette épreuve n'aura pas été vaine.